Bienvenue à ce webinaire du programme Acté. Alors, j'ai trouvé une orientation pour ne pas être totalement à contre-jour. Hop, mais je ne suis pas sûre de réussir à la trouver. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire. C'est le dernier d'un cycle de webinaires qu'on a lancé au printemps et qui est centré sur les remontées de dépenses et le process d'appel de fonds. C'est un cycle qu'on a souhaité proposer à l'ensemble des lauréats des appels à projets d'Acté. Et donc, vous êtes lauréat de l'appel à projet le plus récent, le dernier du programme, donc c'est Sequoia 3, qui est du coup un cycle pour justement un webinaire, un appel à projet d'Acté. Donc, on a souhaité ce webinaire, d'une part, pour répondre quant aux modalités de cette partie des projets, donc, qui est évidemment loin d'être anecdotique, parce que finalement, c'est le nerf de la guerre. Et puis, c'est aussi une piqûre de rappel par rapport au webinaire lauréat auquel vous avez, pour nombreux, participé juste après la sélection, il y a quelques mois. Et puis, d'autre part, c'est l'occasion aussi de vous partager certaines actualités et modifications qui sont issues de l'expérience utilisateur, on va dire, des lauréats et de notre expérience, nous, en tant qu'instructeurs des demandes de versement de fonds. Donc, c'est une présentation qu'on vous fera à deux voix avec Loan Emery, que certains d'entre vous connaissent, référent régional et chargé de mission efficacité énergétique au sein du programme Acté. Et donc, alors du coup, qui va nous rejoindre s'il n'est pas encore connecté. Dans l'idée, dans ce webinaire, ce sera de vous présenter des informations qui sont transversales finalement à tous les appels à projets et aussi des informations spécifiques telles que le calendrier d'appel de fonds qui est spécifique du coup à chaque appel à projet. On va commencer par quelques chiffres sur le programme Acté, si vous le voulez bien. Quelques chiffres sur le programme Acté, donc plus ou moins à date, c'est-à-dire en début du mois d'août. Donc Acté 1 et Acté 2, ceux qui sont familiers du programme savent qu'il y a eu ces deux moutures. On est aujourd'hui à près de 300 économes de flux qui sont financés au sein du programme. Plus de 200 sont aujourd'hui en poste. Une couverture de 13 régions, 11 000 bâtiments identifiés prioritairement dans les demandes d'accompagnement de projets qui ont été sélectionnées. Plus de 30 000 études concernées et 22 000 études techniques qui ont été ou qui vont être réalisées. Si on avance un peu sur la couverture du programme, donc vous la voyez ici. Si on zoome un peu sur vous, sur les lauréats de l'appel à projet Sequoia 3, donc tout d'abord, félicitations pour cette sélection. Donc 49 lauréats qui se répartissent sur l'ensemble du territoire national, sur cette cartographie qu'on a voulu vous partager pour vous permettre la meilleure identification. Si on poursuit un petit peu, donc dans les éléments un peu généraux de contexte, Acté 2, c'est bien la suite du dynamique impulsée par Acté 1 qui est aujourd'hui terminé depuis maintenant 6 mois. C'est un programme donc, qui est porté par les collectivités locales. Ce sont des financements directs au cœur des projets des territoires et c'est le seul programme qui adresse de façon transverse la rénovation énergétique du patrimoine tertiaire. Donc, en passant de Acté 1 à Acté 2 aussi, c'est une nouvelle échelle d'intervention puisque le programme Acté 1, c'était 24 lauréats. On a 10 fois cette quantité aujourd'hui avec des projets toujours plus parfois complexes, mais en tout cas plus denses justement dans cet objectif de massification. C'est 12 appels à projets, c'est 4 sous-programmes, c'est une démarche pilote et donc aussi des calendriers d'appels de fonds qui ont été échelonnés pour voilà, justement avoir ce séquencement tout au long du programme et des prises en charge financières qui se différencient justement entre ces différents appels à projets. Donc, si et la fin du programme au 31 décembre 2023. Si on avance un petit peu, l'équipe derrière le programme Acté, vous avez déjà pu largement échanger
avec vos interlocuteurs du programme. Donc, c'est vous, évidemment, à qui le jury du programme ACTE a fait confiance dans la sélection de vos projets. C'est nous qui sommes du coup en charge de vous accompagner. Donc, une petite équipe au sein de la FNCCR qui anime ce programme ACTE et puis qui rend compte au COPIL du programme, de l'avancement des projets et de l'engagement des financements qui ont été confiés. C'est donc un succès que nous partageons tous ensemble et nous en sommes très contents. Si on avance, hop, encore un peu sur ces généralités, en termes de rappel, donc la collaboration au sein d'ACTE, évidemment, nous avons en charge de vous mettre à disposition des documents, notamment dans le centre de ressources qui est accessible en ligne gratuitement sur le site du programme ACTE. Donc, y produire des outils, des formations. J'en profite d'ailleurs pour dire que s'il y a des économes de flux qui sont présents aujourd'hui, je n'ai pas regardé l'ensemble des participants. Donc, il y a les formations à destination des économes de flux qui sont, le catalogue de formation est relancé, donc des sessions pour des formations juridiques et des formations financières viennent d'être ouvertes donc pour le mois de septembre jusqu'au mois de décembre. Il y a une petite dizaine de sessions ouvertes, donc je vous invite du coup à aller voir sur le site et ne pas hésiter à vous inscrire. Donc, on vous apporte aussi, on a cet objectif en tout cas, de répondre à vos questions avec rigueur et évidemment rapidité. Donc, cas de mise en avant, la visibilité actée et de mise. Et donc, pour conclure sur cette partie, l'idée aussi est de nous alerter en cas de retard préoccupant dans vos projets pour qu'on puisse vous accompagner au mieux dans la résolution et dans la prise de décision. Il y a quelques outils qu'on va vous partager à ce propos au sein de ce webinaire. Alors, ce webinaire, pourquoi on vous le propose aussi, c'est un cadre commun à respecter pour réaliser un suivi financier de qualité. Bon, c'est assez essentiel pour tout ce qui nous lie pendant les années de la Convention. On est attentif au respect des termes des conventions. Il y a la bonne réalisation des objectifs, donc en lien avec ce qui a été retenu par le jury, le comité de pilotage du programme. Pour autant, nous ne sommes pas une agence d'État, il n'y a pas de subordination directe au ministère, mais ces financements nous ont été confiés via les financeurs du programme et donc nous sommes dans l'obligation de bien les traiter et portons quelque part la responsabilité des collectivités. Donc, nous avons comme objectif aussi de sécuriser les flux financiers avec une traçabilité améliorée des différentes modifications justement de vos projets. C'est aussi clairement le message à faire passer là aujourd'hui, c'est qu'on est là pour vous aider et pour vous accompagner. Donc, il y a évidemment cet aspect de sanctuarisation des décisions concernant vos projets au sein de la Convention, puisque ça a fait l'objet d'une décision du jury. Pour autant, on comprend que ces projets peuvent évoluer en 2 ans d'avancement. Et donc, on a aussi comme à cœur de faciliter le traitement de vos demandes et de faciliter la prise de décision du jury, notamment qui ont des modifications substantielles qui interviennent en cours de projet qui peuvent remettre en balance l'équilibre global du projet qui avait été retenu. Un petit aparté sur le rôle clé du coordinateur de votre groupement. Il anime les instances de gouvernance de votre projet, donc comité technique, comité de pilotage, toute autre instance de réunion que vous avez pu mettre en place pour le suivi de votre projet. Il fait la centralisation de vos demandes et il fait le lien avec votre référent régional au sein d'ACTE. Il est relais et également des rendez-vous incontournables des différents lauréats. On arrive à la partie de remontée d'activité puisqu'il concatène le bilan des actions qui sont menées à date et fait l'état de l'avancée globale du projet. Et puis, sur la partie stricto financière, il a la responsabilité de transmettre les dépenses, les justificatifs associés pour son compte et celui de ses membres.
Si vous êtes membre du groupement, parce qu'il y a un peu un public mixte aujourd'hui, il y a bien sûr à transmettre au coordinateur les dépenses ainsi que l'ensemble des justificatifs qui sont associés à ces dépenses. Si on passe au suivi de changement de projet, donc comme je le disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui est tout à fait entendable, hein, qu'un projet puisse évoluer dans le temps. Par contre, il faut pouvoir, pour vous comme pour nous, tracer la modification et l'accord de modification de projet. Et donc pour cela, la première chose à faire, c'est d'en parler au plus vite à votre référent acté. À savoir qu'aucun changement n'est automatiquement accordé et la règle est bien sûr, la règle en tout cas est de s'en tenir à ce qui a été défini dans la Convention. Et par conséquent, selon la nature du changement, s'il s'agit d'un changement technique, d'un montant financier sur un axe, d'un nombre d'actions à réaliser, s'il s'agit d'un retard, s'il s'agit d'un membre qui s'en va, d'un membre qui veut se rajouter, ça peut impacter tous les dossiers au niveau national comme règle. Et donc, rien ne peut être automatiquement accordé. Ça, je pense que vous le comprenez aisément. Et du coup, le contre-coup de tout ça, c'est que tout changement qui n'a pas été discuté préalablement à votre référent s'expose à la non-éligibilité des dépenses quand vous présenterez, du coup, en matière de remboursement des fonds qui ont été engagés. Donc, un document pour tracer ces modifications et pour faciliter le fait de pouvoir poser les choses avec votre référent acté, c'est tout simplement un document Word aujourd'hui qui permet d'évaluer l'étendue de la modification. Donc, c'est tendu de votre point de vue, à vous, que celui du référent régional. Et ça permet du coup de bien grader la réponse en fonction des implications sur votre projet et sur les projets au national. Est-ce qu'il s'agit d'une modification substantielle ou non substantielle, est-ce que ça nécessite un avenant ou pas? Donc tout ça, ce sont des éléments qui vont permettre, une fois posées les modifications de projet, ça permettra d'arbitrer et à votre référent de vous donner une réponse, parfois avec concertation du programme et voire sollicitation du jury dans la plupart des cas. Et donc, c'est un document qui permet de tracer la décision également de l'accord de la modification par un enregistrement PDF. Une question qui est posée parfois, est-ce qu'il y a une limite au nombre de modifications de projet dans les 2 ans de la Convention? Donc, il n'y a pas de nombre minimal ou maximal d'ailleurs imposé, maximal en l'occurrence. Cependant, il y a bien à avoir en tête que de nombreuses modifications qui seraient présentées au jury questionneront évidemment sur la viabilité du projet qui a été sélectionné au départ et notamment si ça se produit dès la première année de réalisation, ce qui est le cas là sur Sequoia 3. On souhaite aussi que le groupement se questionne sur la temporalité à laquelle formaliser sa demande, et sur les évolutions encore possibles du projet pour pouvoir justement rester conforme à la convention initiale. Et donc, comme je l'ai suggéré tout à l'heure, une modification substantielle pourra donner lieu à un avenant à la convention sur lequel un retour en arrière serait inenvisageable et sur ce qui se rajoute au circuit de signature à réenclencher pour l'ensemble des membres du projet. Et puis aussi des règles qui peuvent avoir été différentes entre acté 1 et acté 2. Donc ça, à avoir en tête pour ceux qui étaient déjà lauréats du programme acté 1. On va rentrer dans le cœur du sujet sur les nouveautés dans les appels de fonds acté 2. Alors, je ne sais pas si Lohan nous a rejoint. Hop. Oui, Magali, je suis là. Bonjour Lohan. Bonjour. Hop. Donc, je vais donner un peu le cadre global et je te laisserai ensuite présenter la partie
Un rapport financier. Donc, en pratique, le déroulé des appels de fonds. Donc, vous voyez ici, il y a une petite vidéo qui est disponible sur le site du programme Acté. On a directement mis le lien voilà, YouTube pour vous y arriver directement dans le support de présentation qu'on pourra vous passer tout à l'heure. Mais du coup, sur les éléments macro, donc, en principe, c'est tous les 6 mois, cette remontée de dépenses ou ces appels de fonds. Donc, vous sollicitez le remboursement des frais que vous avez engagés conformément à la convention de projet. Les pièces à fournir, donc à chaque appel de fonds, donc il y a un calendrier qu'on va vous représenter tout à l'heure, mais que vous avez déjà eu dans votre kit lauréat. Il y a un rapport d'activité, donc qui est au format Word, que vous pouvez après transformer en PDF, qui retraduit un peu les différents avancements par rapport aux axes qui ont été financés dans le programme. Un rapport financier au format Excel qui montre l'avancement de l'engagement de vos dépenses. Et si vous souhaitez du coup faire une remontée de dépenses, c'est-à-dire solliciter le versement des aides, là du coup il s'agit donc de nous renvoyer donc un document qui est aussi intégré dans votre brochure, dans votre kit lauréat, un document qui s'appelle appel de fonds avec la liste du coup des factures que vous souhaitez, sur lesquelles vous sollicitez un remboursement de fonds, avec la certification des dépenses par le comptable public. Donc vous avez aussi un rappel des engagements qui sont intégrés dans votre convention. Et donc, je peux prendre du coup 5 minutes pour vous partager la vidéo que vous pourrez voir et revoir à l'envi sur le site du programme Acté. Petit chargement. Hop. Alors, est-ce que vous avez le son et l'image? Dans le cadre du programme Acté, nous parlons régulièrement des appels de fonds. Son, mais finalement, qu'est-ce que c'est? Alors, on recommence. Comment cela fonctionne-t-il? Les appels de fonds ont lieu tous les 6 mois, conformément au calendrier établi par la FNCCR. Dans ce cadre, le coordinateur du groupement peut transmettre à la FNCCR les dépenses réalisées par les membres du groupement au titre du programme Acté, conformément à son programme d'action inscrit à la convention de partenariat. Pour réaliser un appel de fonds, il est nécessaire de transmettre les factures dûment acquittées selon le mode opératoire détaillé au sein de cette vidéo. Il est à noter qu'il n'est pas obligatoire de souscrire à chaque appel de fonds. En effet, le groupement peut attendre la prochaine date d'appel de fonds pour faire remonter ses factures. En revanche, il est obligatoire de transmettre à chacune de ces dates le rapport d'activité, en format Word, et le rapport financier. Ces documents permettent de suivre finement l'avancement du groupement lauréat. La transmission de ces documents est réalisée par le coordinateur du groupement, par le biais d'un email qui doit être adressé à votre référent régional. Les bases sont posées. Aussi, nous allons désormais détailler le mode opératoire pour procéder à un appel de fonds. Dans ce cadre, le coordinateur du groupement renseigne les documents suivants. Tout d'abord, l'annexe A, appel de fonds, au format Excel et PDF, dûment certifié par chaque comptable public de chaque structure ayant effectué une dépense. Le coordinateur du groupement transmet également l'annexe B, rapport financier, au format Excel, renseigné en fonction des actions réalisées et prévues. Enfin, il transmet le rapport d'activité au format Word ou PDF qui aura été préalablement complété. Il est à noter que sur l'ensemble des axes de financement, excepté le poste d'économe de flux, le versement des aides s'effectue sur présentation des factures acquittées dans la limite du montant total attribué par le jury. Concernant les postes d'économe de flux, c'est la certification du comptable public qui fait foi. Il est à noter qu'il est possible de prendre en compte le salaire brut patronal dans la limite du montant total attribué par le jury. Sur cet axe, il n'est pas nécessaire de transmettre les fiches de paie. En revanche, le recrutement doit être notifié à l'équipe Acté dans les meilleurs délais en transmettant par email la charte des économes de flux préalablement signée.
Enfin, concernant les dépenses communes effectuées par le coordinateur du groupement, une seule facture pourra être transmise. Dans ce cas, il sera nécessaire d'indiquer qu'il s'agit d'une dépense mutualisée, ainsi que de préciser les destinataires des dépenses en question. Pour rappel, avant de remonter l'ensemble de ces documents à la FNCCR, il est impérativement nécessaire de vérifier que tous les montants soient bien transmis en valeur hors taxe, que les factures soient clairement nommées, en précisant le membre et les actions réalisées. Il faut aussi vérifier que les pièces justificatives soient classées par axe de financement, ainsi que par membre du groupement. Maintenant que nous avons précisé le mode opératoire à employer pour procéder à un appel de fonds, se pose la question des documents à faire remonter lorsque les fonds ont été avancés par un bénéficiaire final, c'est-à-dire une collectivité non membre du groupement, mais bénéficiant in fine des fonds provisionnés par l'un des membres du groupement. Dans ce cas de figure, le processus de remontée des factures est quasiment identique. Il sera simplement demandé aux membres du groupement, dont dépend le bénéficiaire final, d'indiquer précisément à quelle action et quel axe de financement la facture transmise correspond. Le membre du groupement concerné veillera à justifier que le bénéficiaire final est bien membre de l'entité pour laquelle les fonds actés ont été provisionnés, et ce, par le biais d'une attestation sur l'honneur ou d'une délibération. Revenons au rapport d'activité qui, lui, reste obligatoire tous les 6 mois, que le groupement souhaite souscrire à un appel de fonds ou non. Pour réaliser ce rapport d'activité, le coordinateur concatène l'ensemble des informations transmises par les membres du groupement. En parallèle, il renseigne également le rapport financier permettant de suivre finement l'évolution des dépenses réalisées par le groupement. La transmission de ces documents permet le suivi et l'accompagnement des lauréats afin de faciliter la réalisation et la mise en œuvre opérationnelle des projets ambitionnés. La transparence, le suivi et les échanges entre l'équipe actée et les lauréats est indispensable pour déceler rapidement les points de blocage, investiguer les solutions et partager les bonnes pratiques existantes. Voilà, les appels de fonds et le rapport d'activité n'ont désormais plus aucun secret pour vous. Néanmoins, l'équipe actée reste disponible pour répondre à toutes vos questions à ce sujet, ainsi que pour vous accompagner dans la production de ces pièces. Et maintenant, à vous de jouer! Et voilà pour cette partie. Je vais reprendre le contrôle avec le support de présentation. Que vous voyez de nouveau normalement. Oui, c'est bon. Impeccable. Quels sont les métiers? Et on recommence. Voilà. Donc voilà pour cette petite vidéo que vous pourrez voir et revoir à l'envie sur le site du programme acté. Le lien vous avait été transmis dans les précédentes communications. N'hésitez pas à nous signaler si jamais vous ne l'avez pas. On sera un plaisir de vous le renvoyer. Vous le retrouvez ici directement dans le support de présentation qui vous sera transmis. Bien avoir en tête que le traitement des dépenses n'est possible que si la convention est bien signée de toutes les parties. Donc, il y a certaines signatures qui sont encore en cours, donc ça ne vous empêche évidemment pas de commencer vos actions. Par contre, le remboursement des fonds ne pourra intervenir qu'après la signature de la convention. En ce qui concerne le calendrier de remontée de dépenses, donc la première date accessible est le 26 septembre 2022, donc à la fin du mois prochain. Et donc, vous voyez ici le cadencement à peu près tous les 6 mois, donc en février 2023, en juillet 2023, et puis du coup, le dernier appel de fonds qui sera quelques jours après la fin des conventions Sequoia 3. Et justement, ce dernier appel de fonds est reporté quelques jours après la date de fin de la période d'éligibilité, et justement pour donner un temps, donc on entend souvent trop court, hein, on a bien entendu aussi cette remarque, mais en tout cas c'est un temps supplémentaire à bien avoir en tête qui permet d'obtenir les factures datées jusqu'à la date de fin d'éligibilité. Donc la date de fin est bien le 31 décembre 2023, par contre il y a un délai supplémentaire pour nous envoyer les éléments, dans l'idée aussi qu'il n'est pas nécessaire de nous transmettre les ordres de service, mais seulement les factures acquittées.
Et l'accès à cet appel de fonds est conditionné à la réception aussi des prévisions d'engagement de vos avancées lors de l'appel de fonds précédent qui aura donc lieu 6 mois avant, donc à peu près, je crois que c'est le mois de juillet 2023, de façon à pouvoir anticiper justement la consommation des enveloppes et préparer l'ensemble des versements et la clôture du programme. Donc, on aura l'occasion, du coup, dans l'avancement de vos projets, de revenir sur ce point. On va passer au rapport financier dynamique, qui est une des pièces du coup qui est à remonter systématiquement au moment de chacun des appels de fonds, comme l'expliquait Hortense dans la vidéo. Donc c'est un tableur Excel qui guide un peu sur les différents renseignements qui sont attendus dans les cellules, avec une forme d'automatisation des calculs d'aide, des plafonds et de consolidation aussi des données au fur et à mesure des appels de fonds et qui vous donne aussi une visibilité sur voilà, comment avance la consommation de l'enveloppe qui vous a été octroyée. Je vais passer la main à Loane pour le partage d'écran sur justement un peu faire une démonstration en live du document. Et ce qui est intéressant aussi dans ce document, c'est qu'il évolue avec justement les modifications de projet qui ont été autorisées afin d'avoir une vision actualisée du prévisionnel de réalisation des actions et de consommation de l'enveloppe financière qui a été attribuée. Et je vais vu vos questions dans le chat, donc je vais y répondre pendant la prise de main de Loane. Oui. Alors, hop, j'arrête ici. Moi, je prends le partage d'écran si tu veux répondre à la question en attendant. Oui. Alors, alors du coup, il y a donc je vais répondre dans le chat. Vas-y. Ok, très bien. Alors, bonjour à tous. L'objet du coup de cette petite démonstration, ça va être de vous expliquer comment remplir ce tableau rapport financier. Pour bien remettre dans le contexte, même si Magali l'a déjà bien expliqué, il s'agit bien d'un document qui sera obligatoire pour être rempli du coup tous les 6 mois et qui rentre dans une approche de suivi d'activité et non d'appel de fonds, puisque le premier document qui vous a été présenté par Hortense va vraiment avoir un objectif de saisir la liste des documents comptables et des factures acquittées qui vont pouvoir être éligibles à une demande de fonds, alors que ce tableau que je présente ici va vraiment avoir pour but de dialoguer en fait avec votre référent projet acté sur une base commune et pour vraiment mettre en avant l'avancée du projet dans sa dimension financière. Donc ce tableau, il est composé de plusieurs onglets que vous voyez ici en bas. Les premiers sont orange. Ils correspondent à la feuille d'annexe financière qui a été développée dans un premier temps dans la candidature et déposée devant le jury. Et vous retrouvez donc ici tous les éléments qui avaient composé votre candidature avec les économes de flux si vous en aviez, les ressources humaines, les outils de suivi, les études techniques ci-dessous et enfin la maîtrise d'œuvre si vous en aviez demandé. C'est normalement un format que vous avez presque pas vu bouger puisque là vous êtes des projets Sequoia 3 qui avaient répondu avec cette version d'annexe déjà un petit peu remaniée, mais dans le cas où vous aviez des différences par rapport à la candidature, le projet initial sera présenté ici dans l'AF initiale, mais n'aura pas vraiment de lien avec la suite. Cette feuille d'AF initiale est plutôt présente pour garder un contexte de la candidature initiale et une sorte de sauvegarde de ce qui avait été décidé au départ, au cas où il y ait une erreur qui se glisse entre-temps dans le fichier. Donc du coup, cette feuille AF actualisée, elle représente la promesse de ce que vous vous engagez à réaliser d'ici la fin du programme sur toutes les actions qui devraient être financées par Acté. Par la suite du projet, comme l'a dit Magali, il peut y avoir des modifications et donc c'est bien une feuille de calcul qui pourra être un peu évolutive avec notamment, donc, si le référent l'accepte,
des augmentations de plafond, des ajouts d'actions, si par exemple vous pouvez réaliser plus de choses avec le même budget, ou effectivement quand il y a besoin de modifier un certain membre ou de modifier en fait même des avenants, avec des avenants, une sorte de fongibilité entre lots ou entre membres, tout ça sera possible sur cette feuille. À partir de là, partons du principe que cette feuille représente donc la version la plus à jour du projet qui est convenu entre vous et Acté. Il se trouve ensuite des feuilles ici qui s'appellent aussi AF, mais qui veulent dire appel de fonds. Ces feuilles correspondent donc non pas vraiment à un appel de fonds, comme on l'a expliqué tout à l'heure, mais à des échéances qui correspondent à ces appels de fonds. Et donc, sur ces feuilles-là, vous allez remplir non pas ce que vous voulez présenter comme remontée de dépenses, mais bien des dépenses que vous avez réalisées à date par rapport au moment où vous remontez ces informations. Donc, aujourd'hui, vous avez une date qui approche. Cette date, vous allez pouvoir la saisir ici. Et à partir de là, vous avez ici un exemple de projet avec un économe de flux qui aurait potentiellement été recruté 3 mois après le début du projet. Donc, on va commencer par saisir ces informations. Voilà, par exemple, ici, on considère qu'on a recruté un économe de flux à 35 000 € comme convenu dans la convention et avec une prise en poste 3 mois avant la date du premier appel de fonds. On va saisir ces informations ici. Elles vont être remises en miroir par rapport à ce qui avait été présenté dans l'AF actualisé. Et vous allez trouver du coup ici une sorte de bilan de ce qui a été consommé depuis le départ. C'est normal, c'est le début, il n'y a pas encore beaucoup de dépenses. Et vous pourrez potentiellement remonter les salaires de l'économe de flux un peu plus tard, quand vous aurez peut-être plus de salaires d'un coup à présenter. Mais ça sera quand même important pour votre référent projet de savoir que cet économe de flux a été recruté, que la charte a été transmise et que vos dépenses commencent réellement. Vous allez pouvoir ensuite faire la même chose pour les appels de fonds suivants sur les 2, 3, 4. Et donc, bon, là, j'ai simulé des dépenses qui auraient été réalisées un peu plus tard dans le projet. Donc, que je présente ici, voilà, avec la F2, la F3 également. Donc, imaginons, voilà, donc cet exemple qu'un économe de flux reste ensuite en poste pour la F2, puis pour la F3, et que pour la F2, on présente en plus des factures d'audit qui ont aussi été prévues avec le projet initial. L'intérêt de cette dernière feuille synthèse que je vais vous présenter, c'est de pouvoir suivre au fur et à mesure toutes les dépenses qui sont réalisées et surtout l'argent qui vous reste dans chaque enveloppe, puisque cette feuille violet va faire à chaque fois le calcul automatique de tout ce qui était prévu en enveloppe sur cette feuille AF actualisée, moins la somme de tout ce qui a été dépensé dans les différentes feuilles d'appel de fonds. Et donc, à la fin, cet outil pourrait aussi être très utile, donc bien sûr pour nous, côté Acté, pour vérifier à un niveau macro la consommation des enveloppes pour tout l'appel à projet Sequoia 3, mais également pour potentiellement des coordinateurs de groupement qui auraient pas mal de membres et qui pourraient avoir des difficultés à suivre finement chaque dépense isolée sur chaque membre. Là, voilà, en fait, vous avez ici un outil qui permet de redéfinir par membre l'avancée de chaque dépense. Voilà à peu près tout. Donc ici, la feuille AF4 s'appelle pour l'instant prévisionnelle, puisque au moment de l'AF3, vous aurez aussi à saisir une perspective de ce que vous pensez pouvoir dépenser d'ici l'AF4, pour que aussi, niveau programme, on puisse anticiper de potentiels réels reliquats qui seraient à aménager selon les situations. Mais sinon, sauf cette exception, vous aurez juste à remplir la feuille qui correspond au numéro d'appel de fonds du calendrier. Voilà tout. Je n'ai pas accès aux questions. Je vois que le chat a des... Alors, attendez. Ah si. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me prendre la parole au micro où je vais commencer à lire les questions.
Oui, j'ai commencé à répondre à certaines. Donc, si jamais votre question n'a pas trouvé réponse, je vous invite à allumer votre micro et à nous la C'est noté. formuler. Merci. Alors oui, je vois des questions sur les kits lauréats. Donc normalement, tous les documents ont été envoyés par votre chargé de mission, référent projet. Alors, il y a certains territoires en plus qui étaient dépourvus jusqu'à peu de temps de chargés de mission bien identifiés, mais là, notre équipe a été renforcée, donc peut-être qu'il y a eu un petit contretemps au niveau de l'envoi du document, mais si vous ne l'avez pas reçu, n'hésitez pas à revenir vers nous directement et on vous enverra ça rapidement. Je vois la question de Jocelyne qui demande si ils doivent transmettre à la communauté d'agglo qui a signé la convention et dont la collectivité est membre tous les documents de remontée de dépenses. En effet, c'est le membre signataire de la convention qui transmet au coordinateur. Donc, si la communauté d'agglomération est coordinatrice du groupement, c'est elle qui concaténera l'ensemble des informations, dont celles que vous lui aurez transmises et qui seront ensuite partagées au programme acté. Effectivement, le but du document, c'est quand même que ce soit un document commun entre tous les membres et ensuite avec nous côté acté. Donc, ça peut être une méthode de le mettre même en commun pour un temps, le temps de le saisir et puis ensuite de renvoyer une version à votre référent. Mais en tout cas, oui, c'est quand même un document qui est piloté à la base par le coordinateur. Ouais, pardon, vas-y. Alors, je vois la question de Pierre Cabrol. Alors, pour transmettre les fonds reçus de la FNCCR vers les communes, je ne sais pas si il y a Tiffaine dans le chat, mais normalement, c'est expliqué dans les conventions ou modèles de convention qui est en transit entre vous et nous. Il y a un schéma de redistribution des fonds, mais effectivement, du coup, le coordinateur reçoit administrativement les fonds pour l'ensemble du groupement et redistribue ensuite à chaque membre individuellement une somme qui est dans tous les cas bien tracée de notre côté. Et du coup, je pense que ça rejoint aussi la question sur le modèle de convention de redistribution de fonds entre les membres. Donc, il n'y a pas de modèle qui existe puisque, donc ça c'est une réponse que j'ai fait plus tôt sur les spécificités de comptabilité de chaque collectivité ne permettent pas de mettre en place un modèle. Par contre, pour les groupements qui le souhaitent, donc j'ai noté au moins une demande, on peut vous donner un exemple de ce qui a été fait dans un groupement lauréat acté, mais il ne s'agit pas du tout d'un modèle. Ce que nous validons, c'est un exemple qui nous a été communiqué qui permet d'illustrer comment ça peut fonctionner. Donc voilà, pour monsieur Buot, si vous souhaitez. Mais il me semble que ce document a peut-être déjà été partagé pour votre projet, mais peut-être que je me trompe. Alors, moi, je voyais aussi une autre question de M. Buot sur la partie dépenses acquittées, enfin factures acquittées et prévisionnelles de dépenses. Pour revenir là-dessus, donc les factures acquittées qui sont demandées obligatoirement lors de l'appel de fonds, donc pour la remontée de dépenses, ne sont pas forcément les seules dépenses que vous aurez à saisir ici. Dans ce document-là, vraiment, le but initial, c'est de voir à quel point le projet avance financièrement, sans parler vraiment de la partie très rigoureuse de si la facture est acquittée ou non. L'objectif, c'est avant tout de voir vraiment si l'argent va être consommé. Donc, si vous avez juste une dépense engagée, que c'est déjà défini et que la prestation est en cours, vous pouvez saisir cette information ici. D'accord. Merci. Alors, pour le récap écrit de ce que je viens de vous présenter, ça tombe bien, on a fait un mode d'emploi dans le kit lauréat que vous avez sur le site. Donc, vous avez normalement presque tous reçu du coup le mail d'invitation avec le rapport financier ici qui est personnalisé pour chaque groupement. Vous comprenez bien que comme dans cette feuille, il y a la matérialisation de tout ce qui est défini avec votre groupement en bilatéral entre nous et vous. C'est un document qui est unique pour chaque groupement et donc on ne pouvait pas vous le mettre en ligne de manière publique, mais donc c'est le seul document qui est
transmis en pièce jointe dans les mails qu'on vous a envoyés. Le reste est en libre accès sur le site Acté par téléchargement. Et donc, dans la liste de ces pièces qui sont téléchargeables, vous avez un mode d'emploi, un petit rappel pour tous les éléments que je viens de vous présenter sur le rapport financier. Également, vous avez les premières pages pour expliquer simplement comment sont composées ces feuilles, là, pour bien retrouver les différents éléments que vous aviez définis dans l'annexe financière côté convention. Et donc, vous pouvez normalement retrouver ça même dans quelques jours ou quelques mois si vous avez un petit trou de mémoire dans la façon de le remplir. Sachant que bien sûr, on est toujours à disposition si jamais il y a une question. Merci beaucoup. Alors là, je vois la question aussi de Pierre Cabrol concernant le dépassement des plafonds. Alors là, en fait, c'est vraiment le genre de situation sur lequel on ne va pas forcément prendre la main, et c'est plutôt au coordinateur de définir comment gérer les choses. Là, on est quand même, dans un besoin de respecter la convention telle que définie initialement en termes de membres et de bénéficiaires. Donc, bon, moi, pour connaître un petit peu votre projet plus personnellement, je sais que du coup, vous pourriez orienter des fonds sur plusieurs collectivités bénéficiaires finales à partir des communautés de communes ou communautés d'agglo. Mais après, voilà, c'est l'idée de respecter quand même ce que vous aviez plutôt présenté comme critère dans votre candidature qui a été acceptée par le jury. Et effectivement, ensuite, de trouver un moyen le plus équitable de votre côté, finalement, pour redistribuer ces fonds, sachant que nous, de notre côté, on va quand même recevoir des factures acquittées par ces communes. Mais bon, on pourra en discuter plus en détail si vous le souhaitez. Et merci Fabien pour le rappel du lien. Ça, ouais. C'est pour ceux qui n'ont pas encore reçu le kit directement avec son rapport financier personnalisé. Vous avez quand même là au moins tous les documents, y compris la brochure pratique qui reprend l'ensemble des règles concernant l'appel de fonds plutôt comptable et un mode d'emploi pour utiliser ce document rapport financier qui vous aidera ensuite à remplir ce rapport financier et le rapport d'activité. Il y avait une question sur la charte des économes de flux et son actualisation qui avait été posée tout à l'heure, mais que j'ai vue, mais que je ne retrouve pas, de Marion Guérino. Du coup, à ma connaissance, il s'agit du même modèle qui préexistait déjà sur les autres appels à projets, modulo peut-être quelques éléments de correction. Donc, je ne sais pas si Marion voulait préciser les modifications que vous avez en tête. En attendant, je vois une autre question de Jocelyne. La communauté a bien délibéré et adopté la convention. Nous n'avons que le projet de convention. Est-ce que cette convention sera transmise à toutes les collectivités membres d'une part? Et enfin, doit-on délibérer communes membres et communautés d'agglomération pour définir les conditions de reversement aux communes des appels de fonds? Alors là, pour bien comprendre votre demande, je pense que ça nécessitera peut-être un échange avec notre juriste. Donc, je vous invite peut-être... donc, vous êtes membre votre collectivité, pardon, est membre d'une communauté d'agglomération lauréate du programme, c'est ça? Je vais essayer de répondre si tu veux, Magali. Vas-y, Tiffany. Oui, bonjour à tous et toutes. Alors, en effet, pas de problème pour délibérer sur le projet de convention. Cette convention-là, une fois que vous avez donc les dates de délibération, comme vous pourrez le voir dans le process que je vous ai envoyé par mail notamment, vous complétez les éléments manquants en jaune, notamment les dates de délibération. Vous nous transmettez donc le document complété. Ensuite, nous, on le valide, on vous envoie la version finale que vous pouvez ensuite faire signer à tous les membres du groupement qui sont signataires et qui sont listés
dans la convention. Et donc, à la fin, vous aurez chaque membre du groupement aura un exemplaire original signé par tous les membres du groupement et la FNCCR, bien sûr. Et donc, enfin, doit-on délibérer commune, membres et communauté d'agglomération pour définir les conditions de reversement? Ça, c'est vous qui voyez. La convention de redistribution des fonds entre vous, elle n'est pas obligatoire. Hein. La plupart des groupements la mettent en place entre eux pour faciliter un petit peu et se mettre d'accord sur la façon dont les fonds seront reversés. C'est pas obligatoire. Après, c'est fortement recommandé parce que toute comment dire toute démarche qui engage une collectivité dans un process financier, notamment, nécessite une délibération. Alors, c'est sûr que ça demande plus de temps, mais c'est fortement recommandé. Merci, Tiffaine. Alors, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions dans le chat. On s'efforcera d'y répondre au fur et à mesure. J'ai plus énormément de choses à vous dire, mais il y a quand même des petites choses à vous dire avant qu'on se quitte. Donc, je vais reprendre le partage de connexion, de présentation, pardon. Je te l'ai laissé. Ah, super, merci. Hop, tac. Hop, c'est parti. Donc là, normalement, vous voyez de nouveau mon écran. Donc, on parlait de cette étape d'appel de fonds et de remontée de dépenses. Il y a des demandes complémentaires aussi qui peuvent intervenir en cours de projet avec toujours ces leitmotifs de transparence et de pragmatisme. Et donc, typiquement, avec ce que je disais tout à l'heure sur cette vision actualisée des dépenses à fin de programme, ce prévisionnel de dépenses, donc avec un onglet dans votre rapport financier personnalisé qui s'intitule aujourd'hui, puisque vous en êtes au début de vos projets, l'appel de fonds 4 prévisionnel, du coup, qui sera rempli en milieu d'année prochaine, de façon à voir ce qui va être l'engagement prévisionnel de dépenses à la fin du programme. Ça peut être aussi des enquêtes sur le périmètre du projet, des précisions sur certains axes de financement, sur certaines actions qui peuvent être soumis tout au long de la vie de la convention. Il y a aussi une étape qui est assez centrale pour un peu identifier ce qu'on appelle les indicateurs de réussite du programme de l'appel à projet et puis du programme acté dans sa globalité. Donc, à la fin de la convention, ce qu'on recommande, c'est de commencer à centraliser ces éléments entre membres. Il y aura la récolte des indicateurs de réussite de projet. Donc, dans le kit lauréat, il y a aussi un tableur. Aujourd'hui, c'est un tableur. Donc, il y a aussi des solutions plus agiles qui sont en cours de réflexion et qui pourront être déployées. En tout cas, ça ne remplace pas, entre guillemets, le fait de bien identifier qu'il y a un certain nombre de données, donc de projets qui seront à collecter et à centraliser entre les différents membres. Donc, pour l'instant, on affiche un délai de 2 mois, donc ça me laisse le temps d'ici la fin de la convention, après la période de fin d'éligibilité, pour transmettre ces informations. Et puis, pour ceux qui étaient déjà lauréats d'Acté 1, il y a quelques clarifications qui ont été apportées sur certains documents collectés, certaines données collectées, pardon. Et donc, ça va collecter 3 dimensions, on va dire, du projet. L'aspect projet en lui-même, le projet qui a finalement été réalisé par rapport au projet qui a été demandé 2 ans avant, notamment sur la couverture du territoire, sur les bâtiments prioritaires qui sont concernés par les différentes actions qui ont été réalisées, les types d'actions qui ont été réalisées, leur nombre, leur type, donc sur les différents axes de financement. Donc, un champ d'indicateur plutôt lié à l'économe de flux, si il fait partie des axes sollicités dans votre projet, donc sur ces domaines d'action, sur les communes
communes qu'il a pu accompagner, sur les actions de façon générale qui ont pu être conduites. Et puis, un troisième champ d'indicateur sur l'aspect passage à l'acte, donc la concrétisation sur la phase d'après. Mais du coup, l'idée d'Acté, c'est bien d'impulser des dynamiques de rénovation au sein des territoires. Donc, c'est pour tous les bâtiments qui ont bénéficié de l'aide Acté et puis qui passent, qui passent ou qui vont passer, qui sont programmés pour passer en phase travaux, pour avoir un peu une carte d'identité des bâtiments, de leur localisation, de date de chantier, des prévisionnels de consommation. Voilà, donc un certain nombre d'indicateurs qui apparaissent aujourd'hui dans un fichier Excel qui donne une première lecture de tout ce qui peut être préparé en termes de collecte tout au long de la durée de vie du projet Acté. Alors, il faudrait que je change ces slides, c'est les conclusions pendant vos questions. Donc, en rappel, l'équipe Acté est invitée à la table de tous vos événements. Donc, on s'y rendra avec beaucoup de plaisir et puis de fierté d'y avoir contribué. Donc, vos comités de pilotage, vos comités techniques, les signatures de conventions également, les inaugurations pardon, de sites ou de bâtiments. Donc, ce sont des étapes qui sont nécessaires au bon suivi et à la bonne connaissance des projets. Et puis, c'est des temps d'échange qui facilitent justement le recensement de points de blocage éventuels et qui entraînent aussi la proposition d'éléments de résolution. Et puis, on vous remet l'article de la Convention qui contractualise quelque part ces éléments. La visibilité du logo Acté, donc j'en ai parlé au début, donc je ne vais pas forcément m'apesantir dessus, mais vous voyez bien, il est au début, il est à la fin, donc on a quand même un intérêt mutuel à communiquer là-dessus, avec cet effet levier qui est recherché par le programme. Et puis, les vidéos tutoriels, donc on en a partagé une tous ensemble, qui est celle qui nous intéressait, qui était les appels de fonds et les remontées de dépenses. Sachez qu'il y a une vidéo générale qui rassemble donc cette vidéo qu'on a vue, mais également une vidéo sur comment se passe le conventionnement de projet. Donc ça aussi, ça peut être très utile en complément des éléments qui vous ont déjà été transmis par Tiffaine, donc pour se rafraîchir un peu la mémoire pour cette première phase qui marque d'une pierre le commencement du projet. Et puis aussi une vidéo sur la communication, sur communiquer au sein du programme Acté, donc entre vous et nous, avec votre référent, et puis aussi communiquer sur le programme Acté, donc dans tous les relais que vous pouvez faire sur le programme, toutes les communications institutionnelles, avec quelques éléments guides à avoir en tête. En plus du kit de communication qui est aussi dans votre kit lauréat téléchargeable en ligne au lien que Fabien a communiqué dans la conversation pour ceux qui ne l'avaient pas encore reçu. Et voilà, j'en suis arrivée au bout. Je n'ai plus accès au chat, donc je vais m'y reconnecter. Hop. Du coup, très bien. Ah oui, je vois une question de Madame So. Pour l'appel de fonds, est-ce que les études réalisées en 2021 et payées en 2022 sont éligibles? Est-ce la date de facturation qui est prise en compte, celle de la réalisation? Donc, vous pouvez souscrire à n'importe quel appel de fonds, à n'importe quelle date en fait d'appel de fonds pour remonter les dépenses. La date butoir, c'est celle du 31 décembre 2023. C'est qu'aucune facture datée d'après le 31 décembre 2023 ne pourra être retenue. Par contre, toutes les factures entre le début de la période d'éligibilité, qui je crois est au 1er janvier de mémoire 2020. Donc c'est précisé dans votre convention, si je ne dis pas de bêtises. Donc, entre la date de début d'éligibilité et la date de fin d'éligibilité, l'ensemble des factures sont retenues. Tac. Voilà. Écoutez, je crois que... oui, Fabien avait déjà répondu.
Donc, on est arrivé au bout. S'il y a des questions qui vous viennent par la suite, donc voilà, tout n'est pas perdu. N'hésitez pas. Ah, je me rends compte que je n'avais pas rallumé ma caméra. Tout n'est pas perdu, donc n'hésitez pas du coup à envoyer un mail à votre référent sur la boîte acte@fnccr.so.fr. On fera en sorte de vous répondre le plus diligemment possible sur l'ensemble de ces aspects. Merci à tous.